aujourd'hui, j'ai préparé une surprise pour un ami qui est caviste. J'ai déjà avec lui assez régulièrement. Et donc, j'ai décidé de le surprendre. Il s'agit d'Arnaud Tronche, le directeur des Caves Legrand à Paris. Et c'est assez traditionnel entre nous deux de venir avec une bouteille à l'aveugle de ma collection. Et ensuite, lui aussi me sort une bouteille à l'aveugle. Donc, ça va être un moment très sympa, un moment assez particulier, en tout cas que j'attends avec beaucoup d'impatience. Alors, à chaque fois, j'aime bien surprendre, et très souvent d'ailleurs avec des vins plutôt âgés, donc des vins qui ont plus de 20 ans, ce qui est le cas aujourd'hui. On a un vin qui a pile 20 ans et quelques, qui est un 2005. Et je sais qu'il aime certaines choses plus particulièrement, mais qu'il n'a pas forcément l'occasion de goûter. Là, il s'agit d'un domaine qui est un domaine assez rare, puisque aujourd'hui, le vigneron est parti, est déjà décédé depuis 2004. Donc, on est sur la dernière année de cette cuvée, qui est Les Amoureuses de Chambolle-Musigny. Les Amoureuses, qui est un premier cru que beaucoup considèrent comme l'égal des grands crus. D'ailleurs, on ne s'y trompe pas très souvent. Chez les vignerons, les amoureuses sont plus rares à trouver que leur bonne mare. Et pour cause, parce qu'il y a une telle demande sur ce petit cru qui jouxte Musigny, et que certains d'ailleurs n'hésitent pas à comparer à Musigny, parfois sur certaines cuvées. Donc là, on est sur un premier cru des Amoureuses de Hervé Roumier. Alors Hervé Roumier, c'est une longue histoire en ce qui me concerne, puisque ça a été un des tout premiers domaines que j'ai jamais visité dans ma vie. Je dirais même que c'est le deuxième domaine. Lors de la même route de vin en Bourgogne, je me suis arrêté à Chambolle-Musigny et j'ai vu qu'il y avait un Roumier. Et comme je m'appelle Roumier, je me suis dit, ben, je vais aller le visiter. Et entre G Roumier et H Roumier, j'ai pris H Roumier parce que ça correspond à mes initiales. Et donc, je me suis retrouvé chez Hervé Roumier que je ne connaissais pas. Et j'ai goûté ces vins, autant que je me souvienne, du Haute-Côte de Nuit en passant par le Chambol, le premier cru des Amoureuses, et puis Claude Vougeot et Bonnemar. Et c'est les Amoureuses qui m'a le plus frappé. C'était en 91, il m'en reste encore en cave. Je sortirai un jour une bouteille que je partagerai ici. J'ai très envie de retrouver ce moment très particulier. Et d'ailleurs, je n'avais pas hésité à lui dire que le troisième vin était meilleur que les 4 et 5. Mais bon, et était moins cher, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Parce qu'un Claude Vougeot, comparé à l'Amoureuse, est en général, pratiquement quel que soit le vigneron, est en général plus accessible qu'un Amoureuse, qui est une cuvée toujours qui a un côté mythique. Faut l'avoir goûté. Faut être tombé amoureux des Amoureuses pour comprendre ce que je veux dire. Donc là, on est sur les Amoureuses 2005, donc une cuvée post-mortem, si je puis dire, parce que c'était triste en 2004 quand j'ai appris en juillet 2004 le décès de Hervé Roumier, jeune, plein de talent, moins connu que le domaine Georges Roumier, Christophe Roumier, mais je peux vous dire qu'à chaque fois que j'ouvre une bouteille à l'aveugle, ça surprend plus d'un, parce qu'on est très souvent sur des vins très aromatiques, très floraux, très harmonieux. Et il y a quelque chose dans sa patte de vigneron qui a peut-être, on va voir, peut-être survécu à son décès, parce que là, effectivement, c'est une vendange qu'il n'a absolument pas connue, parce que la dernière vendange qu'il a réalisée, c'était le millésime caniculaire 2003. Bien, et ça, je pense que c'est le dernier millésime qui ait jamais existé des Amoureuses dans ce domaine, puisque après, je ne sais pas ce qu'est devenu la parcelle, mais elle a été revendue, cédée, et aujourd'hui, le domaine existe toujours, mais avec un Bonnemar et puis d'autres petites cuvées, une très petite production, très confidentielle. Bien, alors je me suis versé un verre pour voir. Alors j'ai eu quand même quelques soucis pour ouvrir la bouteille, parce que le bouchon était hyper récalcitrant, ne voulait pas sortir, il s'effritait pendant que j'essayais de le tirer de là, et il n'y avait rien à faire. Bon, j'avais pas un bilame avec moi, donc ça arrive, hein, on ne peut pas être tout le temps équipé. Donc bah, j'ai procédé à faire sortir autant de bouchons que je pouvais, et ensuite j'ai procédé à des filtrations du vin. Alors ça l'a aéré, peut-être que c'est pas bon d'avoir fait ça, je ne sais pas. On ne le saura jamais, mais en tout cas, en face de moi, j'ai un vin qui a une couleur assez évoluée, même très évoluée. Il porte largement ses 20 ans, et je dirais même qu'il y a des reflets un peu brunâtres. On n'est plus trop... Si, on a un peu d'orange, on a encore un peu de fond de rouge, bien entendu, mais on est déjà sur du brunâtre. Alors, le nez est assez discret, mais là, dès qu'on agite le verre, on a quand même des très belles choses sur des vieux Bourgogne, que j'adore. Que vous dire? Côté châtaigne, côté champignon, un peu de fruits, une légère sensation d'acidité au nez,
comme un tout petit peu d'alcool et, et un parfum quand même de rose assez prononcé. Et on sent un tout petit peu, l'élevage, mais très discrètement, il y a cet aspect qui rappelle du tabac, de cigares. Voilà, bon, maintenant c'est l'heure de la vérité. Alors, ce vin est, on verra ce qu'on en dira pendant le repas et comment il va évoluer. En tout cas, ce vin a quand même une légère acidité un tout petit peu dérangeante, sous une pâte de velours, sous un manteau de soie. C'est très soyeux au goût. Le seul défaut que malheureusement je lui trouve, c'est ce côté, une très très légère acidité, prégnante, qui n'est pas l'acidité douce qu'on attend parfois de vieux Bourgogne, parce qu'on peut retrouver de l'acidité très douce de vieux Bourgogne. Mais une fois que le palais s'habitue, il faut laisser passer. Et là, il faut laisser porter par tous les effluves qu'on a en bouche, qui sont des effluves de, de terre quand même assez puissant, un peu de terre champignonnée, avec une sorte de longueur comme ça en fuseau, qui, qui dure, et qui est très captivante. Là, il commence à évoluer, enfin, c'est le palais qui s'acclimate, parce qu'on dit souvent, oui, entre le premier et le deuxième verre, déjà, c'est un vin différent, mais le palais s'est acclimaté, a laissé a tapissé en fait, le vin a tapissé le palais comme une sorte de tapis qui rappelle les arômes en bouche, de manière à ce qu'ensuite, quand on le redéguste, on s'est déjà acclimaté et la première sensation qu'on avait commence à s'amenuiser, ce qui nous permet de mieux appréhender les autres saveurs, les autres arômes. En tout cas, une très belle expérience. On va voir ce que ça donne à table. Je suis très curieux de voir comment Arnaud va réagir, s'il va aimer ou pas aimer, s'il va me dire écoute, non. Chacun a un rapport très personnel et surtout avec des vins qui ont un certain âge. En tout cas, une très belle expérience en perspective, déjà là et puis en perspective. Et je vous dis santé et à bientôt. Me voilà de retour. J'ai tenu à vous raconter comment s'est passée cette dégustation du Chambol-Musigny des Amoureuses. Alors, avant, mon ami Arnaud m'avait préparé une bouteille, surprise, un blanc. Donc, il m'a demandé s'il voulait un blanc ou un champagne. J'ai proposé un blanc. Et donc, il l'a carafé, évidemment, totalement à l'aveugle, puisque j'avais aussi l'intention de lui faire goûter le rouge à l'aveugle. Et là, j'ai goûté un vin qui était absolument superbe. C'est un vin alors que je n'ai pas reconnu, mais que j'aurais pu reconnaître. Parce que c'est un vin qui a les caractéristiques, la patte d'un vigneron, et j'aurais dû reconnaître. En fait, c'était un blanc sec, de couleur plutôt assez pâle, jusque-là rien de particulier. Le nez extrêmement floral, avec même de la fleur blanche qui pouvait laisser penser à un vionnier. Le nez, tout simplement. Ou alors, moi, je pensais éventuellement, et en bouche, le début de l'attaque en bouche me faisait penser à un sauvignon, mais pas forcément les sauvignons qui sont plus sur le côté caillouteux, mais des sauvignons plus floraux, parce qu'il en existe. Parfois, dans des cuvées de Dagnau, on peut retrouver ce profil-là, d'un sauvignon qui est plus rond, mais en même temps plus anguleux. Alors ça paraît totalement contradictoire, mais ce que je veux dire par là, c'est que un sauvignon est forcément assez anguleux, avec une assez belle acidité, mais parfois il peut avoir ce côté de volupté qui lui donne comme un manteau et qui arrondit ses angles. Voilà, arrondir ses angles, c'est peut-être la meilleure définition que je peux trouver à l'instant. Et plus j'avançais, et moi j'étais convaincu que c'était un sauvignon, et plus j'avançais, plus je trouvais presque un profil par moment, par petites notes,
quelque chose qui soit un tout petit peu moins septentrional, un peu plus au sud. Et donc, je m'orientais vers un vin peut-être du Rhône Nord, pas Viognier, mais pourquoi pas une Marsanne ou une Roussanne, un assemblage des deux. Mais ça cadrait pas, ça cadrait pas, quelque chose qui cadrait pas. Puis au bout d'un moment, Arnaud m'a dit c'est un peu plus septentrional, c'est plus au nord. Et puis là, j'ai eu cette révélation que le cépage, alors pour moi, c'était pas un Sauvignon, ça pouvait pas être un autre cépage de Loire parce que ça ressemblait absolument pas à un Chenin et encore moins à un melon de Bourgogne. Et donc, bah, qu'est-ce qui me restait? Il me restait le Chardonnay, mais pas du tout. Alors là, pas du tout Chardonnay. Pourtant, Arnaud me disait, bah, écoute, à l'aveugle, j'aurais peut-être pris pour un Chardonnay. Non, pour moi, c'était bah, voilà, un aligoté. Et puis là, bon, donc j'ai dit aligoté, c'était effectivement un aligoté, mais j'ai pas reconnu, enfin, j'ai pas deviné, mais a posteriori, effectivement, tout aurait pu me m'orienter vers un vin de Tino Cuban. Et là, c'était la Moiré, qui est une cuvée de négoce, 100% aligoté, que j'ai trouvé vraiment superbe. C'est la première fois que je suis autant bluffé par une cuvée de la maison Glandien. J'en ai bu il y a très peu de temps en rouge, et là, c'était un 100% Pinot Noir qui était au sud de Mercurey. Cette fois-ci, là, ce blanc était dans l'esprit, peut-être pas sur la densité, la concentration, la matière, euh, était comparable, évidemment, toute proportion gardée, avec les vins soit de l'origine, soit les jardins vivants. Mais franchement, une réussite totale. Et ensuite, nous sommes passés au rouge. Alors, le rouge, ce fut un long cheminement. Tout compte fait, alors, je rappelle qu'en fait, que ce vin, comme le bouchon était tombé, j'ai dû donc le transvaser, le filtrer, je ne sais pas si c'est 6 ou 7 fois, jusqu'à le verser dans une bouteille de Bourgogne, de format bourguignon, dans laquelle il y avait un vin qui malheureusement était foutu. Donc, mais j'ai bien lavé la bouteille pour qu'il n'y ait pas de goût de l'ancien vin. Et donc, j'ai reversé le vin une fois totalement filtré, avec 2 filtres, dans cette bouteille-là, et je l'ai posée au frais pour qu'elle rafraîchisse un peu, et puis je l'ai emmenée au Cave Le Grand. Ce qui fait qu'au moment où nous avons commencé à déguster le vin, la bouteille avait connu donc plusieurs transvasements, mais aussi elle était ouverte depuis 3 heures. Alors sur le moment, comme vous avez pu le voir au début de cette vidéo, quand je le déguste, je trouve cette acidité prégnante qui ressort d'un coup et qui parfois fait un peu filtre. En tout cas, il faut faire un effort d'acclimater son palais pour pouvoir profiter des arômes de ce vin. Et bien là, cette partie, je dirais ce voile d'acidité, s'était énormément réduit, énormément assagi, énormément arrondi, qui fait que la dégustation a laissé place à un plaisir absolument inouï. Ce qui m'a beaucoup frappé dans ce vin, et, euh, et je dois le dire, ça ne m'arrive pas souvent avec des vins de Bourgogne, c'est-à-dire qu'on commence déjà, le nez est floral, rose, terre, champignons, même parfois même un peu nougat, curieux. Et en bouche, le début est une véritable expérience d'un grand Bourgogne de la Côte de Nuit. Et puis, au fur et à mesure, alors, un grand Bourgogne parfumé qui fait parfois penser à des cuvées du domaine de la Romanée-Conti, c'est dire. Cette douceur, cette suavité, cette délicatesse, cette finesse. Et puis, au fur et à mesure que vous le dégustez et qu'il monte dans le palais et dans la rétro-olfaction, là, on a une puissance absolument phénoménale. Et je crois que ce terroir des amoureuses, quand il s'exprime complètement, comme c'était le cas là avec 20 ans d'âge, donc là, on est face vraiment à une amoureuse qui a eu le temps de se développer et d'évoluer, et bien cette puissance, elle est quasi unique sur un terroir de Bourgogne. Alors que ce n'est pas forcément un vin qui est très extrait, donc c'est de la puissance qui n'est pas apportée par une extraction excessive, de manière à faire sortir une puissance de tanins et de fruits. Là, il restait encore des tanins qui étaient adoucis, et puis il y a surtout cette puissance en bouche de matière qui est franchement incroyable. Et Arnaud me disait que le terroir des amoureuses, alors le terroir des amoureuses, pourquoi des amoureuses? Il n'y a personne qui est tombé amoureux de ce terroir, sauf les amateurs comme nous. Mais les amoureuses, parce que c'est un terroir en fait qui colle
quand vous travaillez les vignes, ça colle tellement sur vos semelles qu'on a dit finalement que le terroir devient, ou disons que nos semelles deviennent amoureuses de ce terroir tellement elles sont collées l'une à l'autre. C'est un caractéristique très particulier de ce territoire, de ce terroir qui jouxte Musigny, mais qui a cette spécificité qui en fait un climat unique. Et c'est cette terre-là qu'on ressent et qu'on a en fin de bouche, parce qu'à la fin, c'est vraiment de l'essence de terre, presque comme une éruption du terroir dans votre palais, qui donne cette sensation de puissance, qui n'est pas, comme je l'ai dit, une puissance d'un fruit extrêmement extrait, pas du tout, mais vraiment une puissance peu commune et assez impressionnante. Ce repas entre ce blanc d'une grande délicatesse, le rouge qui a une très grande délicatesse, mais qui a aussi cette puissance en fin de bouche, fait que bon, le moment était extraordinaire, dans un moment d'amitié et de partage sur des vins qui courent pas les rues, comme on dit, mais ça nous a apporté énormément de plaisir et de satisfaction. Que le blanc, je l'ai accompagné de ventrèche de thon et ça passait très bien. Et je me suis gardé le rouge pour le déguster quasiment tout seul, pour ne pas altérer. Mais je pense que ce qu'il aurait fallu avoir en face, surtout sur la puissance de la faim, c'est d'avoir une viande d'une grande concentration, peut-être une viande maturée de plusieurs semaines, en tout cas quelque chose qui soit un peu sauvage. On n'est pas en période de gibier, mais le gibier aurait été aussi parfait. Alors, ces amoureuses et cette moirée de la maison Glandien resteront un excellent souvenir d'été, de mois d'été, où on est un peu plus détendu, où on est un peu moins sous la pression. Et ce fut un moment absolument superbe. Et j'étais heureux de revenir là aujourd'hui, vous raconter cela, parce que j'aurais pu rester sur la première partie, mais j'ai eu des révélations lors de la dégustation de l'après-midi, et après 3 heures et de manipulation du vin, finalement, le vin s'est encore davantage exprimé. Et c'était un réel plaisir de déguster ces amoureuses 2005 du domaine Hervé Roumier, à côté de la maison Glandien 2023, là du coup, de la Moirée. Voilà, je vous dis santé à tous et à très bientôt.